Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce dernier lundi de l'année. Voici les grands titres que nous allons développer dans cette édition. Après Noël, les festivités de fin d'année se préparent, elles aussi sur fond de Covid. Le gouvernement a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour préciser les modalités qui entoureront les fêtes, mais aussi le début de l'année avec déjà des annonces portant sur la rentrée scolaire le 3 janvier. Le détail complet des nouvelles mesures sanitaires dans cette édition. Le ministre d'État sera également notre invité. Il nous expliquera ce qui a guidé l'action du gouvernement pour faire face à cette 5e vague. Et alors que nous sommes en pleine période de vacances scolaires, des idées de sortie en famille dans ce journal. Vous verrez que le musée océanographique s'efforce de divertir petits et grands tout en les sensibilisant à la préservation du monde marin. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, c'est une partie de l'histoire de Monaco qui est à découvrir dans l'exposition Conquête Pacifique. Il a rejoint les ballets de Monte-Carlo à la rentrée dernière, après avoir été le danseur principal du Pacific Northwest Ballet à Seattle aux États-Unis. Jérôme Tisserand nous racontera comment le jeune danseur lyonnais qu'il était, passé par la suite à l'Opéra de Paris, a conquis les États-Unis avant de venir s'établir à Monaco, où il est sur scène au Grimaldi Forum tout au long de la semaine. Après un deuxième Noël sous Covid, c'est donc maintenant le réveillon du Nouvel An qui va s'accompagner lui aussi de nécessaires mesures de prudence et plus généralement de mesures destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19. Le nombre de cas positifs est toujours important à Monaco, alors que ces chiffres flambent dans toute l'Europe notamment. Le gouvernement a tenu lundi matin une conférence de presse. Avant d'entendre le ministre d'État Pierre Dartout, voici le détail point par point des nouvelles mesures et des perspectives pour la rentrée scolaire. Explication de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Des records de contamination ont été enregistrés depuis plusieurs jours avec 360 cas détectés la semaine dernière et 296 personnes suivies par le centre Covid-19. La situation hospitalière s'est aussi détériorée avec 24 personnes en unité conventionnelle et 6 en réanimation à ce jour. En cette période de fête, les indicateurs sanitaires se dégradent rapidement. Le taux d'incidence a augmenté considérablement au cours des 3 à 4 dernières semaines. Même constat pour ce qui concerne le nombre de personnes que nous suivons nous-mêmes en ville et même remarque également pour ce qui a trait au nombre de patients hospitalisés. L'hôpital Princesse Grace accueille 30 patients, il faut signaler que c'est 3 fois plus qu'il y a 4 semaines maintenant, avec essentiellement des personnes qui malheureusement ne sont pas vaccinées. Concernant le réveillon du 31 décembre, le souverain souhaite maintenir les fêtes de fin d'année afin de préserver l'activité économique et sociale. Toutefois, certaines mesures encadreront les festivités. Une interdiction de toute vente d'alcool à emporter à compter de 20h le 31 décembre jusqu'à 6h du matin le 1er janvier. L'arrêt de toute animation sur l'espace public à partir de 21h30 pour le marché de Noël, 22h sur la place du Casino, et l'interdiction de toute diffusion de musique à compter de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. À compter du lundi 3 janvier, 2 grands dispositifs seront mis en place grâce notamment à la distribution gratuite d'autotests pour les différents employeurs de la principauté. Les autotests adultes, donc destinés aux salariés et aux administrations également, sont commandés par le département de la santé. Nous en avons commandé 50 000. Les employeurs pouvant sur un téléservice demander à bénéficier de ces autotests gratuitement en indiquant le nombre de collaborateurs concernés. Et les employeurs pourront venir retirer les autotests en un lieu déterminé, sans doute au stade Louis II. Le jour de la rentrée des classes, chaque élève trouvera également un autotest sur son bureau. Le gouvernement princier a décidé d'inviter toute la population scolaire, que ce soit les professeurs, les enseignants, les personnels non enseignants, mais aussi bien évidemment la totalité des élèves de la principauté, de la maternelle à l'enseignement supérieur, dans les établissements publics
ou privés sous contrat à une campagne de dépistage du virus en proposant des autotests spécialement adaptés aux enfants de manière à ce que ce soit un protocole le plus simple possible, le moins intrusif possible, le plus facile d'utilisation, le plus fiable qui soit. Enfin, dès le 10 janvier prochain, le pass sanitaire sera étendu à un certain nombre de secteurs d'activité qui sont en contact rapproché et prolongé avec la clientèle. C'est le cas par exemple du secteur du bâtiment, de la beauté, du tatouage et du sport. Très à l'écoute des pays voisins, le gouvernement princier n'exclut pas le fait que ces mesures pourraient être modifiées au regard de l'évolution de la situation. Voilà donc pour le détail de ces nouvelles mesures, des mesures renforcées également pour la rentrée scolaire le lundi 3 janvier. Le ministre d'État Pierre Dartout tient à rappeler combien la prudence et le sens des responsabilités doivent prévaloir pour contenir cette pandémie et tout particulièrement compte tenu du contexte actuel. Il est notre invité et il répond aux questions de Fabien Bonilla. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, si vous le voulez bien, que l'on fasse un état des lieux de la situation sanitaire. Qu'en est-il à Monaco actuellement ? Eh bien, à Monaco, le nombre de contaminations que l'on enregistre chaque jour est toujours très élevé. Et d'autre part, nous avons certes une situation à l'hôpital qui est moins grave que ce que nous avons connu il y a plusieurs mois, mais qui commence à connaître des tensions. Et cela malgré la campagne de vaccination, ça ne suffit pas ? La campagne de vaccination a beaucoup apporté, et notamment grâce à elle, si nous limitons le nombre des hospitalisations, mais elle n'est pas encore suffisante. Et je rappelle qu'il faut se vacciner absolument, que ce soit pour la première dose ou pour la troisième dose. C'est vital pour tout le monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, en service réanimation, tous les malades ne sont pas vaccinés. On parle beaucoup en ce moment du variant Omicron, ou Omicron, on dit les deux. Est-ce qu'il vous inquiète, ce variant-là ? Eh bien, écoutez, il nous inquiète comme il inquiète partout en Europe. Apparemment, il n'est pas nécessairement plus grave comme variant, mais il se diffuse beaucoup plus rapidement. C'est en cela qu'il nous inquiète. Et bien sûr, nous sommes amenés, de ce fait, à prendre toutes les précautions nécessaires. Quelles sont les mesures sanitaires qui vont être mises en place là pour le réveillon du 1er janvier, dans quelques jours ? Alors, pour le 31 décembre, plusieurs mesures. Mais le contexte est le suivant, c'est ce que le souverain souhaite, à savoir qu'il faut que les gens gardent le moral, il faut que notre économie continue à être très vivante, et dans ce sens, il n'y aura pas de couvre-feu. Mais il y a des mesures. Par exemple, pas de rassemblement de plus de 10 personnes le soir du réveillon. L'alcool ne sera plus en vente à partir de 20h. Le marché de Noël sera fermé à partir de 21h30. Donc ces dispositions-là permettent de mieux cadrer les choses. Par ailleurs, il n'y aura plus de possibilité de diffuser de la musique après 1h du matin. Et dès la rentrée, une grosse campagne de tests, d'autotests même, dans les écoles ? Absolument. C'est quelque chose qu'a souhaité le souverain. Il faut que nous soyons au courant de toute la situation pour en tirer toutes les conséquences nécessaires. Donc, après ces périodes de vacances, nécessairement, où il y a eu des mouvements de population, il est indispensable de savoir où on en est. Et donc, tant à l'école que dans les entreprises, des tests seront organisés. Alors, pour les écoles, nous avons déjà reçu 10 000 tests pour les enfants, 10 000 autotests, et nous allons proposer aux parents, parce qu'il faudra l'accord des parents, d'organiser dès la rentrée des autotests à l'école pour l'ensemble des enfants. Par ailleurs, nous avons commandé 50 000 tests pour proposer aux chefs d'entreprise dans les différents secteurs de pouvoir proposer eux-mêmes à leurs salariés des autotests au moment de la rentrée. Et puis en janvier, il va y avoir aussi l'extension du pass sanitaire. Tout à fait. À partir du 10 janvier, nous considérons que le pass sanitaire doit être étendu à d'autres secteurs professionnels. Nous pensons au bâtiment, nous pensons au secteur de la beauté, au secteur du sport tout particulièrement.
Et dans l'ensemble de ces secteurs, à la fois les actifs ou les clients devront présenter un pass sanitaire. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui regardent là cet entretien? Manifestement, il faut être très responsable parce que c'est l'ensemble de la communauté qui est vulnérable, plus ou moins, plus ceux qui ne sont pas vaccinés, qui risquent beaucoup, mais tout le monde. Et donc, ce que nous demandons, c'est d'être responsable. Il faut se faire vacciner, ça c'est indispensable, mais quand bien même on est vacciné, il faut respecter les gestes barrières, se laver les mains, se tenir à distance des autres, éviter les gestes de familiarité trop rapprochés, faire attention, y compris dans la sphère privée. Alors, là-dessus, je crois qu'il faut que nous soyons tous très vigilants, mais nous souhaitons que les choses se passent le mieux possible, mais encore une fois, c'est vrai que ça ne seront pas des fêtes comme les autres années, mais déjà c'est mieux que de ne pas avoir de fête, d'être dans un strict confinement. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. Autant de mesures destinées à endiguer la pandémie de la Covid-19. Julia Vial nous rejoint pour développer les autres informations du jour et ce communiqué du Palais Princier après le décès, Julia, de l'archevêque Desmond Tutu qui s'est éteint dimanche à l'âge de 90 ans. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. On retiendra de Desmond Tutu son rire mythique et son franc-parler légendaire, mais surtout son combat pour la défense des droits humains et de l'égalité raciale dans un pays alors en proie à la ségrégation. Ses convictions lui vaudront même, Patricia, un prix Nobel de la paix en 1984 et à homme prestigieux, hommage exceptionnel. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont ainsi adressé une lettre au président de l'Afrique du Sud dans laquelle il rappelle tous les engagements de Desmond Tutu en faveur de la paix et ils conclurent par ces mots « Toutes nos prières sont avec lui ». Oui, les obsèques de Desmond Tutu auront lieu le 1er janvier au Cap, dans la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse. Passons au sport. Les basketteurs monégasques ont renoué avec la victoire dimanche en surclassant Fos-sur-Mer 94-56 lors de la 14e journée de Betclic Elite. La Roca Team s'est effectivement rassurée face à une équipe de Fos-sur-Mer grandement décimée. Ce succès stoppe ainsi la série de 3 défaites consécutives pour l'AS Monaco. Cette rencontre était également marquée par le retour en grande forme de Léo Westermann sur le terrain. 8 points et 6 passes en seulement 14 minutes. Patricia, un vrai récital. Auteur d'une prestation collective sérieuse de bout en bout, la troupe monégasque peut maintenant se tourner vers la réception en Euroleague du Maccabi prévue ce mercredi à 19h. Une rencontre qui sera d'ailleurs à retrouver en direct sur notre antenne. Ne ratez pas cette belle confrontation. Le club de hockey de Monaco affronte mardi le club d'Oron sur les terres de ce dernier. Ce premier match de hockey sur glace inaugural du nouveau club de hockey d'Oron va se dérouler le mardi 28 décembre à partir de 19h. L'Avalanche d'Oron va affronter le club de Monaco sur la patinoire en plein cœur de la station et de ses animations. Pas besoin de réserver vos places pour cet événement puisque l'entrée y est libre, Patricia. Dernière ligne droite, Julia, pour le village de Noël. Il s'installe chaque année au Port Hercule de début décembre à début janvier. Cette année, c'est le thème du Canada qui a enchanté toutes les familles. Elles ont pu retrouver les chalets de vente et tous les stands gourmands depuis le 3 décembre et jusqu'au 2 janvier 2022. Vous l'aurez donc compris, Patricia, la magie de Noël prendra malheureusement fin ce dimanche. Je vous rappelle pour ces derniers jours que l'accès est libre, mais que les manèges sont tout de même payants et surtout le pass sanitaire et le port du masque y sont obligatoires. Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville, monde et surréalisme cosmopolite, c'est le nom de la toute dernière exposition proposée par le nouveau Musée national de Monaco. Elle est à découvrir depuis le 17 décembre. Les critiques d'art Morad Montazami et Madeleine de Colnay esquissent dans cette exposition à la Villa Saubert un face-à-face entre Monaco et l'Égypte. Ces deux villes-mondes se révèlent avoir de nombreux points communs. Pour les mettre en lumière, ils ont voulu montrer au public les œuvres de nombreux artistes, incarnant tous un désir de se réaliser
par-delà la montée des nationalismes et des fascismes. Le surréalisme est le mouvement artistique qui met en valeur ces liens profonds et ses points communs insoupçonnés grâce aux prêts exceptionnels de tableaux venus d'Égypte et de collections privées. Une exposition à voir jusqu'au 2 mai 2022, tous les jours de 10h à 18h. Merci Julia. Une autre exposition du NMNM est toujours à découvrir également pendant ces vacances. Il s'agit de Conquête pacifique à la salle du quai Antoine Ier. Alexandra Pani vous en livre un avant-goût. Conquête pacifique, vaste programme amorcé il y a plus d'un siècle. Si l'on vous posait la question, sauriez-vous lister les différentes extensions réalisées sur la mer qui ont permis d'étendre le territoire monégasque depuis le début du XXe siècle? C'est bien l'ambition de cette exposition du quai Antoine Ier, un projet qui a nécessité plus de 2 ans de travail et qui est né suite au dépôt d'un fonds privé rassemblant de nombreux clichés de la construction du terre-plein de Fontvieille. Nous avons pu également voir que la jeune génération avait déjà acquis ce territoire et qu'elle n'était pas consciente du fait que ça avait été gagné sur la mer. Environ 300 documents sont répertoriés ici sur les 1000 mètres carrés d'exposition. Des documents d'archives, photographies, cartes postales d'époque, documents de travail, maquettes ou encore témoignages, mais aussi des commandes artistiques telles que les aquarelles de Laure Fissor, des documents qui retracent l'évolution de cette conquête sur l'eau des souverains monégasques. Tout cela est présenté, se mélange et je pense illustre parfaitement écoutez, le développement de Monaco avec à la fois une volonté urbanistique et toujours la création contemporaine à ses côtés. Du Port Hercule, première zone aménagée par le prince Albert Ier, au quartier Maréterra qui sera livré en 2025, en passant par l'emblématique quartier de Fontvieille qui a véritablement changé la vie quotidienne à Monaco en termes d'habitation, de travail mais aussi de divertissement. Conquête pacifique renouvelle le regard porté sur ces constructions essentielles pour le destin de la principauté que l'on s'est aujourd'hui entièrement appropriée. Cette exposition Conquête pacifique refermera ses portes le 2 janvier à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Il fait partie des nouveaux visages de la compagnie des ballets de Monte-Carlo avec son épouse Laura. Après avoir dansé aux États-Unis pendant près de 2 décennies, Jérôme Tisserand, l'ancien danseur principal du Pacific Northwest Ballet de Seattle, a choisi de rejoindre Monaco. Il fait partie des danseurs qui vont vous éblouir et magnifier vos fêtes de fin d'année au Grimaldi Forum. Et il est notre invité. Bonsoir Jérôme Tisserand. Bonsoir. Vous êtes donc sur scène en cette période de fête de fin d'année aux côtés de toute la compagnie des ballets de Monte-Carlo, alors que d'autres goûtent à un repos bien mérité. C'est cela aussi la vie d'artiste ? On a beaucoup de chance de pouvoir encore travailler, surtout avec ce qui se passe en France et dans le monde entier, la crise Covid. Et on ouvre notre spectacle de Casse-Noisette demain et on va jusqu'au 5 janvier. Vous connaissiez le Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot que vous avez dansé, mais ce Casse-Noisette, c'est une découverte. Oui, c'est une découverte, je ne l'avais jamais vu. On avait un peu travaillé ensemble sur Roméo et Juliette à Seattle ainsi que sur Cendrillon. Et donc on vient de commencer au mois de septembre et en effet le Casse-Noisette c'est la première fois que je le vois et c'est vraiment un spectacle superbe, c'est pour tout le monde, les gens vont vraiment adorer. Vous avez intégré les ballets de Monte-Carlo avec votre épouse Laura à la rentrée dernière. Quel a été votre parcours ? Alors vous êtes français, mais vous vous êtes expatrié très jeune. J'ai fait l'Opéra de Paris quand j'avais 12 ans, j'étais un petit rat de l'opéra, jusqu'à l'âge de 14 ans. Après je suis rentré sur Lyon pendant 2 ans et je suis ensuite parti à l'école de la School of American Ballet à New York pendant 2 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle au Miami City Ballet en Floride. Et ensuite, je suis parti à Seattle où j'étais pendant 14 ans. Et c'est là que j'ai commencé à danser un petit peu les ballets de Jean-Christophe, Roméo et Juliette et Cendrillon, donc ce que je viens de dire. Et ça nous a beaucoup plu à Laura et moi. Et on s'est dit qu'un jour, peut-être qu'on pourrait essayer de venir ici. Et on s'est tenté pendant la crise Covid. On n'avait pas de Casse-Noisette à Seattle parce que tous les spectacles avaient fermé. Et donc on rentrait en France pour les fêtes pour voir ma famille. Et on s'est dit, tentons les ballets de Monte-Carlo. On a contacté Jean-Christophe. Et puis voilà, on est ici depuis le mois de septembre. On est ravis. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité une minute lorsque l'on vous a proposé de rejoindre Monaco ?
Non, écoutez, on savait qu'on aimait ses ballets, son travail, son style chorégraphique. Et on s'est dit, écoutez, ça faisait longtemps qu'on était dans une superbe compagnie à Seattle, mais pour un artiste, c'est intéressant de changer, de voir autre chose. Et donc, pour moi, c'était aussi rentrer en France, et on n'a pas hésité. Il y a aujourd'hui toujours plus d'hommes danseurs. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la danse ? Au début, moi je pensais que c'était un peu plus de la gymnastique. J'étais jeune, donc je ne connaissais pas trop. Mais petit à petit, en voyant des vidéos de Baryshnikov, de Nureyev, etc., pour moi en tant que jeune danseur, c'est ça qui m'a poussé à vouloir continuer, à vouloir monter au top. Et puis il y a cette distinction aussi entre la danse dite classique et la danse contemporaine. Où va votre cœur ? C'est assez différent. Ici, on fait un petit peu un mix des deux. Donc c'est de la danse néoclassique, mais il y a quand même une base très classique. Mais il faut quand même savoir bouger d'une façon un peu plus moderne, un peu plus contemporaine, ou savoir se relâcher un petit peu. Votre épouse Laura est américaine, elle dansait à vos côtés au Pacific Northwest Ballet. Elle a aussi intégré la compagnie à la rentrée. C'est plus facile d'avoir une compagne qui partage ce quotidien très exigeant et ses emplois du temps plutôt hors normes, ou au contraire, cela rend les choses compliquées car vous avez aussi 2 petites filles. Moi, je trouve ça plus facile parce que c'est un métier assez particulier, assez difficile à expliquer. C'est difficile d'expliquer le quotidien. Et puis c'est quand même sympa d'avoir sa femme à côté de soi toute la journée. Certains me diront le contraire, mais nous on est ensemble depuis très longtemps et on est ravis que ce soit comme ça. Et il y a donc cette période Covid qui rend parfois les choses un peu plus difficiles. Vous êtes en tout cas les Ballets de Monte-Carlo sur scène jusqu'à la fin de l'année. Avez-vous d'ores et déjà des horizons dessinés pour le début 2022 ? Je crois qu'il y a des tournées prévues en Espagne ainsi qu'en Italie. J'espère que ça va se faire. On verra un petit peu comment les choses se passent en ce qui concerne le Covid. Mais c'est une compagnie qui tourne beaucoup et donc c'est intéressant pour nous de voir un peu d'autres horizons. Et Jérôme Tisserand, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que les Ballets de Monte-Carlo sont sur scène jusqu'à la toute fin de l'année au Grimaldi Forum. Merci à vous. C'est souvent le casse-tête des vacances pour les parents. Comment occuper son enfant ? Le musée océanographique fait partie des lieux préférés de sortie des plus jeunes, mais pas seulement d'ailleurs. À l'aspect ludique et à la découverte s'ajoute l'apprentissage du respect de l'environnement marin et des espèces qui le peuplent. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal vous proposent un tour d'horizon des activités proposées. Ils émerveillent toujours autant les enfants, les adultes ne restent pas non plus indifférents face à leurs centaines de couleurs qu'ils offrent. Les aquariums du musée océanographique sont toujours une valeur sûre comme idée de sortie en période de vacances scolaires. De plus en plus d'animations sont également proposées en supplément de la visite traditionnelle. Les bassins tactiles famille, que c'est une animation pour les familles, mais pas que. Donc c'est une animation qui a lieu tous les 30 minutes et qui vous montre la biodiversité du bord des mers méditerranéens. Mais nous avons aussi des animations comme l'Escape Game, que c'est une animation qui va vous montrer la partie historique parce que c'est inspiré d'une des expéditions du prince Albert Ier, donc une vraie expédition, et vous faites partie de sa tripulation. Et d'un coup, vous trouvez dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique, une tempête se déclenche et là, il faut vous débrouiller pour vous en sortir et sauver la collection scientifique du prince. Dans la grande salle des conférences, les visiteurs ont également à leur disposition des casques de réalité virtuelle, explorer le monde marin et rencontrer les espèces les plus mythiques au travers de 2 films. Des animations pour découvrir ces espèces proches de chez nous, pour mieux les connaître et donc les protéger. C'est l'une des missions du musée océanographique de Monaco. Ces espèces sont des espèces courantes qu'on trouve au bord des mers et elles ont un rôle très important dans le maintien de la bonne santé de l'écosystème marin. Et en les découvrant par les biais des sens, les personnes pourront mieux les connaître, les comprendre et ensuite, pourquoi pas, les aimer pour les protéger finalement. En famille ou entre amis, passer une après-midi ludique et conviviale dans ce bâtiment chargé de plus de 110 ans d'histoire.
Une visite au musée océanographique s'impose donc, d'autant plus lorsque le beau temps n'est pas de la partie. Est-ce que mardi, le temps sera moins nuageux qu'aujourd'hui, Julia ? Un peu moins, oui Patricia, mais il ne fera tout de même pas un grand soleil puisque des nuages sont attendus sur la principauté. Les températures, elles, seront comprises entre 8 et 13 degrés. Demain, nous fêterons les Saints Innocents en hommage aux enfants de moins de 2 ans massacrés par Hérode à Bethléem. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle donc le principal titre. Le réveillon du jour de l'an s'accompagnera de nouvelles mesures sanitaires. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes. Arrêt de la vente d'alcool dès 20h. La fermeture du marché de Noël à 21h30 ainsi que l'arrêt de la musique à 1h du matin. À la rentrée, ce sont pas moins de 10 000 autotests qui seront distribués dans les établissements scolaires et 50 000 dans les entreprises. Le pass sanitaire sera quant à lui applicable à d'autres secteurs d'activité en contact rapproché et prolongé avec la clientèle, comme le bâtiment, la coiffure, l'esthétique, le tatouage ou le sport. Il faudra donc se munir du pass pour pouvoir fréquenter ces établissements. Une fin d'année sur fond de Covid. Et c'est le thème des photos de fin d'édition. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour un nouveau journal. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain sur Monaco Info.